Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici en titre certains éléments qui meubleront ce journal. Les inscriptions au titre de l'année académique 2020-2021 ont effectivement démarré au campus d'Abomey-Calavi. C'est du moins le constat fait par Kano François Roumbélé-Rintor à suivre dans ce journal. Le port de masque ou le lavage systématique des mains semble ne plus être une obligation pour certains Béninois. Il s'agit là du relâchement des gestes barrières contre la Covid-19. Nous en parlerons dans cette édition. La France sur le qui-vive face aux nouveaux variants du Covid-19. Une campagne de dépistage est prévue dès ce mardi pour tous les habitants de la ville. Vous en saurez davantage dans ce rendez-vous de l'information. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous démarrons ce journal par le campus d'Abomey-Calavi. À travers un communiqué en date du 23 octobre 2020, Maxime Dacruz, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, avait ordonné le démarrage effectif de l'opération d'inscription des étudiants au titre de l'année académique 2020-2021 dans tous les campus relevant de l'UAC. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi nous a permis de constater l'effectivité du déroulement des inscriptions. Un constat de Kano François Roumbélé-Rintor et Fiak Voitan. Les inscriptions au titre de l'année académique 2020-2021 démarrées depuis quelques semaines se poursuivent sur tous les campus relevant de l'université d'Abomey-Calavi. Un tour ce mardi 9 février à l'UAC nous permet de constater de visu l'effectivité du déroulement de l'opération. Une opération qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord pour ceux qui sont classés et ceux qui ne sont pas classés. Pour ceux qui sont classés, on vient directement à ILACI et quand on vient là, les noms sont déjà dans la base de données de l'ILACI. On retire la fiche de préinscription, il faut faire des rangs. Vous voyez, les étudiants sont là depuis le matin. Il y a même certains qui dorment là depuis 3 heures, 4 heures pour pouvoir tirer la fiche. Vraiment, c'est pas facile. Et après cela, quand on tire la fiche maintenant, il faut faire un autre rang. Ou bien il faut aller payer d'abord à la banque les 15 000 francs et revenir maintenant pour la validation et tirer sa carte d'étudiant. Ceux qui ne sont pas classés ont effectué des dépôts physiques dans les entités concernées. Et il faut que l'entité envoie le nom d'abord, les noms, du moins ici. Et après ça, eux-mêmes, ils viennent suivre les mêmes procédures que ceux qui sont classés. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi avait déjà invité les étudiantes et étudiants dans un communiqué en date du 23 octobre 2020 à aller se mettre à jour pour la nouvelle rentrée. Mais une fois sur les sites de validation des inscriptions, ils sont confrontés à certaines difficultés. La difficulté majeure que nous notons, c'est que nous n'avons pas autant de centres d'inscription à l'UAC. Nous n'en avons que 2 actuellement. Il y a un qui se situe au niveau de l'ETAC et nous sommes actuellement sur un autre site qui est l'ILACI. S'il y avait assez de sites d'inscription, ça allait désengorger un tant soit peu. Le nombre important, ce site effectif est grandiose que nous remarquons au niveau des centres parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en temps de pandémie et c'est un risque. Quand on voit les gens autant groupés de la sorte, c'est un risque de propagation. A rappeler que les inscriptions pour le compte de l'année académique 2020-2021 ont démarré depuis le 26 octobre 2020 pour les étudiants de master et doctorat. Ce n'est que récemment que les autres étudiants ont été pris en compte pour un délai bien connu. En attendant la fin de la période, les étudiants sont toujours invités à se conformer aux prescriptions du communiqué rectoral. Vous savez, la pandémie du coronavirus sévit toujours dans le monde, surtout avec la découverte des variants britanniques et anglais. Au Bénin, le respect strict des gestes barrières n'est plus de mise. C'est du moins le constat fait par Laurette Kakagbe et Deli Maroya dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivez. Dans le but de contenir la crise sanitaire relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la Covid-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes.
C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté. Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Et le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois qu'avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, je n'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage. Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les IM, respectons les consignes données par le gouvernement, plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel ZIM, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine. Mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées. Toutes les dispositions prises les citoyens sont résolument. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi ou plus précisément à Godomé-Togoudou où les populations sont confrontées au problème de manque d'énergie électrique. Certains de ces concitoyens sont obligés d'installer anarchiquement des fils électriques engendrant par-ci et par-là ce qui est communément appelé toile d'araignée. Suivez le reportage de Aristide Setin et de Damien Pedro. Nous sommes dans un cadre aux apparences plus ou moins agréables. Les citoyens y sont quasi résilients. Bougies, lampes, lampions permettent jusqu'ici de repousser les limites de l'obscurité quand tombe la nuit. J'ai constaté aussi, qu'il y a les propriétaires de beaucoup de maisons qui n'aiment pas allumer la lumière devant leur maison. S'ils peuvent le faire aussi, ça peut empêcher les voleurs aussi de circuler facilement dans le quartier. Bienvenue à Godomé-Togoudou, l'une des précieuses localités de la commune d'Abomey-Calavi, à la lisière de la capitale économique Cotonou. Pour s'offrir l'énergie électrique, les habitants se doivent d'installer pêle-mêle du bois et fils électriques de fortune, bafouant toutes règles et normes à la matière. Actuellement, là maintenant, on a besoin de l'électricité, de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. La lumière. Je vais commencer par le problème de l'électricité qu'on a. Nous n'avons pas de poteaux électriques dans notre zone, particulièrement à Togoudou, dans Godomé-Togoudou, quoi. Les autochtones lancent un appel aux autorités pour l'électrification de Godomé-Togoudou. D'appeler les autorités pour qu'ils nous viennent au secours, qu'ils nous aident à trouver des poteaux électriques. Je vais leur demander de penser à nous, parce que nous avons besoin d'eux. Il faut qu'ils... par exemple, maintenant, on est en train de parler d'électricité, par exemple. Et si on en a eu, ce serait grâce à eux. Et si on n'en a pas aussi, ce serait de leur faute. Les autorités en charge de distribution de l'énergie au Bénin sont invitées à voler au secours de cette localité phare de l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, pour le plein épanouissement des habitants. Autre information dans ce journal, le stade communal de Zé végète dans l'insalubrité. Il est apparemment inexploité. Notre correspondant à Zé, Armel Sefou Adjibi, nous explique ici dans quel état se trouve cette infrastructure communale. Suivez ici son reportage. Absence d'initiative de compétition, banalisation du sport et des activités de la jeunesse dans le budget communal, un comité sportif inactif et un stade abandonné aux animaux. Autant de mots qui, selon les juges, expliquent l'étape
localité dans laquelle se trouve le stade communal des Airs, dont les travaux de construction sont inachevés depuis plusieurs années. Selon certains habitants, ce stade sert parfois de cadre aux réceptions ou aux autres cérémonies festives. Aujourd'hui, il est devenu un réceptacle de déchets solides ménagers, d'excréments d'animaux, des nuées de mouches. L'odeur sur les lieux et dans ces environs est insoutenable quand il fait chaud. Joint au téléphone, le chef de l'arrondissement des Airs rejette la responsabilité aux jeunes qui, selon lui, devraient s'organiser pour soumettre un projet aux autorités communales. Le début des travaux de construction de ce stade remonte aux années 2000. Il s'étend sur un espace de 6 hectares. Entièrement clôturé, il demeure l'unique infrastructure sportive communautaire dans la localité. Il comprend 4 aires de jeu, un terrain de foot, une aire de jeu pour basketball, une aire de jeu pour volleyball et une aire de jeu pour handball. Quelles sont les origines de la COVID-19 et quels sont les responsables de la propagation? Quelle a été la responsabilité de la Chine? Des enquêteurs font des allers-retours vers la Chine pour mieux comprendre. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, donc composée de 10 pays, pour recueillir les informations pour mieux comprendre cette crise sanitaire. Suivez ici le reportage. Quelles sont les origines du Covid-19? Quels sont les responsables de sa propagation? Quelles sont les responsabilités du gouvernement chinois? Beaucoup de questions restent en suspens à Wuhan, mais les enquêteurs se félicitent déjà de cet aller-retour en Chine constructif. Le marché des fruits de mer de Huanan a été un site particulièrement important à examiner. Nous avons donc retracé la garde des échantillons dans les laboratoires qui produisent ensuite des séquences. Et nous avons examiné différentes séquences et essayé de remonter jusqu'à l'origine de ces échantillons, exemple à quel patient, etc. Cela a été très instructif, très intéressant, et il n'y a pas eu de problème pour obtenir l'accès, obtenir des informations et s'asseoir avec nos collègues. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé composée d'experts de 10 pays. Un voyage de plus de 3 semaines, dont une quarantaine de 14 jours et plusieurs visites clés. Institut de virologie de Wuhan. Hôpitaux où ont été traités les premiers patients contaminés. Ou encore visite d'un marché local désigné comme le premier foyer de l'épidémie, un hangar dans lequel étaient vendus notamment des animaux sauvages et fermé désormais depuis 1 an. Notre mission est d'évaluer et de systématiser les informations et sur la base de ces données, de planifier d'autres actions dans le but d'enquêter sur les origines du virus. Et il est peu probable que nous déterminions l'origine du coronavirus dans les 2 semaines. D'ailleurs, cela fait déjà 1 an, comme vous l'avez peut-être remarqué. Cependant, nous avons tiré des conclusions et cela nous aidera à entreprendre des travaux supplémentaires pour identifier les causes. Plusieurs rumeurs et théories courent au sujet des origines de cette pandémie. Le rôle du pangolin, de la chauve-souris, la question des aliments surgelés également évoquée. Les autorités chinoises, pointées du doigt pour leur manque d'action au début de la crise sanitaire, prônent la bonne foi et nient toute ingérence politique. Les efforts conjoints des 2 parties, qui ont duré près d'1 mois, ont jeté de bonnes bases pour la coopération mondiale en matière de dépistage scientifique des virus. C'est une autre manifestation du soutien de la Chine aux travaux de l'OMS et cela favorise la construction d'une communauté de santé commune pour l'humanité. La recherche de virus est une question scientifique complexe qui dépasse le cadre de la diplomatie et ne devrait pas être impliquée dans des factions. Des autorités chinoises qui évoquent non pas une enquête, mais un projet de recherche. L'OMS a de son côté insisté plusieurs fois sur le mot « patience ». Je vous l'annonçais en titre, la France sur le qui-vive face au nouveau variant du Covid-19. 2 cas du nouveau variant sud-africain ont été détectés dans une école du Val d'Oise, notamment le collège Jules Ferry, ce qui a entraîné la fermeture totale de l'établissement. Une campagne de dépistage est prévue dès ce mardi pour tous les habitants de la ville. Même si leur circulation est encore minoritaire, les variants sud-africains et brésiliens font l'objet de toutes les attentions de la part des autorités sanitaires, selon la Direction générale de la santé.
Les vaccins Covid pourraient être moins efficaces contre les variants. Par conséquent, les autorités sanitaires ont décidé de renforcer quelques mesures. Les précisions avec notre confrère de RT, François-Xavier Lambert. Un nouveau tour de vis sanitaire pour tenter de garder la maîtrise de l'épidémie. Mercredi dernier, les nouveaux variants totalisaient près de 21% des nouveaux cas dépistés. Face à ce constat, la Direction générale de la santé a donc durci les mesures en vigueur. La durée d'isolement est désormais allongée à 10 jours en cas de contamination à un variant. À l'issue, un test doit être systématiquement réalisé. S'il est positif, l'isolement sera prolongé d'1 semaine. Quant aux cas contacts, ils doivent désormais réaliser un test PCR dès le premier jour. Le protocole est également renforcé dans les écoles. Si un enfant est testé positif ou cas contact d'un variant, la fermeture de sa classe est automatiquement prononcée. Certains médecins scolaires demandent même la fermeture de tous les établissements pour 4 semaines. En parallèle de ces annonces, la campagne de vaccination se poursuit. Ce lundi, le ministre de la Santé a reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca. Homologué la semaine dernière par les autorités sanitaires françaises, le produit doit servir notamment à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans, comme c'est le cas d'Olivier Véran. Étant moi-même soignant de moins de 50 ans, ayant toujours dit que lorsque je ferais partie de la cible des indications de vaccin, je me ferais protéger, j'ai accepté à l'invitation du directeur de l'établissement de recevoir la première injection du vaccin AstraZeneca. J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner dans leurs hôpitaux, dans les centres de ville, toutes les structures qui sont à leur disposition pour pouvoir se protéger au plus vite. Et vous le voyez, bien qu'ayant reçu une injection de vaccin, je porte toujours le masque, je mets du gel hydroalcoolique, je respecte l'ensemble des gestes barrières, bref, je ne relâche pas la vigilance. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec le directeur général de l'OMS par visioconférence. Le président français a affirmé la nécessité d'accélérer le lancement de la campagne de vaccination dans les pays émergents. Les premières livraisons de vaccins doivent permettre son démarrage au cours des prochaines semaines. L'OMS a de son côté appelé à une distribution juste des doses de vaccins en Afrique et en Amérique du Sud. Ouverture ce mardi du procès en destitution de Donald Trump, une procédure à laquelle l'ancien président américain devrait une fois encore échapper car il n'est plus à la tête des États-Unis. Depuis 3 semaines, ses avocats demandent l'abandon de ce procès qu'ils jugent anticonstitutionnel. Les chefs de file du Sénat se sont mis d'accord sur la structure et le calendrier du procès. Quel est le sens de cette procédure et quels en sont les enjeux? Élément de réponse dans cet élément. Second procès en destitution, c'est un bien triste record que détient désormais Donald Trump. L'objet de ce nouveau procès devant le Sénat américain, les violences du Capitole le 6 janvier dernier, que le milliardaire est accusé d'avoir incité avec son discours précédant les scènes de chaos. Le jour même, les sénateurs entérinent la victoire de Joe Biden avec le comptage des votes des grands électeurs. Nous allons marcher où vous voulez. Mais je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole. Et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. 7 jours plus tard, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, signe l'acte d'accusation entraînant la procédure d'impeachment. Il reste alors 1 semaine avant que Trump ne quitte la Maison-Blanche. Nous savons que le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée contre notre pays. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous. Mais alors, quel est l'intérêt d'une telle procédure alors que Donald Trump n'est déjà plus président au moment où ce procès débute? Certains évoquent le sentiment d'impunité qui pourrait habiter de futurs présidents s'il n'y a aucun jugement. Puis, au-delà de la portée symbolique, si cette destitution aboutit, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres votes sur 2 points loin d'être négligeables, la possibilité ou non de se représenter à des fonctions. La fronde continue en Birmanie. Des milliers de personnes manifestent contre le coup d'État du 1er février dernier. La police utilise des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les protestataires depuis plusieurs jours. La mobilisation ne faiblit pas dans le pays pour dénoncer cette prise du pouvoir par les militaires qui ont renversé il y a 1 semaine le gouvernement d'Aung San Suu Kyi pour des fraudes électorales. Les autorités menacent pour la première fois depuis le début les contestataires de représailles. Le Royaume-Uni et l'Union européenne demandent une réunion d'urgence des droits de l'homme. Suivez les détails. Dans une déclaration diffusée ce lundi, la télévision d'État met en garde les protestataires.
Il y a eu des violations de la loi en perturbant, menaçant les autres par la force, au sein de groupes invoquant les droits de l'homme et la démocratie comme excuse. Sans discipline, la démocratie peut être détruite. Des actions doivent être prises conformément à la loi, avec des missions efficaces contre les infractions qui troublent, empêchent et détruisent la stabilité de l'État, la sécurité publique et l'État de droit. En cause, les manifestations qui ont débuté ce samedi. Depuis, la fronde prend de plus en plus d'ampleur. Ce lundi, selon différentes estimations, des centaines de milliers de personnes se sont une nouvelle fois rassemblées à Rangoon, capitale économique du pays. Des rassemblements, notamment à l'initiative de la jeunesse, pour dénoncer la prise du pouvoir par les généraux. On voit bien que beaucoup de jeunes ne peuvent pas accepter la junte militaire. On peut même trouver des adolescents ici. Pour nous, on se joint à la manifestation ensemble avec mes enfants, mes nièces et neveux. Je soutiens les jeunes qui prennent activement part à la manifestation. Notre pays sera mieux seulement s'ils se battent contre la junte militaire. Ils doivent tous avoir ce genre de courage pour notre futur. Les mobilisations se multiplient à travers le pays et le nouveau pouvoir prend les premières mesures. La loi martiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Mandalay, deuxième plus grande ville du pays. Les manifestations et les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits et un couvre-feu est instauré de 20h à 4h du matin. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes. À demain.